Benoît, on va prendre connaissance de l'actualité. Dans la deuxième partie de Thé au Café, on a beaucoup de choses à se raconter, surtout vous. J'espère que vous allez nous raconter beaucoup de choses. Je suis ravi, je suis là pour ça. Bon, très bien. Allez, 10 minutes de pause, le journal, la météo. On se retrouve dans la deuxième partie avec Benoît Poulvord. A tout de suite. Heureux d'avoir cet invité que je ne vous présente pas, puisqu'il va se présenter lui-même. Il est face au miroir. Quel est votre nom et votre prénom? Bonjour, je m'appelle Benoît Poulvord. Je suis né le 22 septembre 1964. Je suis belge et je viens travailler et manger le pain des Français. Et votre profession? Dilettante. Et vous avez une obsession dans votre vie? Oui, je suis maniaque. J'adore ranger, nettoyer et laver. Votre situation familiale? Pardon? Votre situation familiale? Marié et séparé. Et votre devise? Nul autre ne veut être. C'est une phrase de Félicia Rops, un graveur namurois de la ville dont je suis originaire. Vous venez me rejoindre? Oui, tout de suite. Je vous cherche parce que vous êtes un peu dans l'ombre. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vous remercie, Catherine, de me recevoir. Alors, on était dans la première partie ensemble, déjà. Exact. C'est un exercice difficile pour un comédien, mais aussi pour tout simplement un homme, de se regarder dans le miroir? C'est difficile de se regarder dans le miroir. Vraiment? Moi, j'évite les reflets, oui. Oui, absolument. Et c'est pour ça que je ne vais jamais me voir au cinéma. Mais j'allais justement vous demander, est-ce que vous êtes de ces comédiens qui regardent le soir, à la fin du tournage, les rushs? Ah non, en aucun cas. Non, non, non. Alors vous êtes souvent transformé, en fait, dans vos films. Souvent en con, il faut dire la vérité. Ouais, mais transformé aussi physiquement. J'ai eu des barbes. Ouais, mais aussi des cheveux. Vous avez pris un peu de poids. J'ai pris un peu de temps, ça n'a rien à voir pour le cinéma, ça c'est uniquement parce que je bouffe mal. Moi je pense pas que je prendrais 25 kilos pour faire un film, comme a fait Vincent Cassel, à qui je rends vraiment hommage. Non, je le ferai pas parce que d'abord je pense que c'est dangereux. Maigrir, ça serait plus agréable parce que vous êtes payé pour faire un truc qui, somme toute, est assez désagréable, de devoir faire de l'exercice. Mais vous n'êtes pas quand même jusqu'au boutiste pour votre métier? Ah non, je m'en fous, non. Je suis pas acteur studio, moi. Je vais pas aller apprendre 6 mois à rouler en taxi pour devenir chauffeur de taxi. J'ai qu'à prendre un taxi un jour et je sais à quoi ça ressemble. Ah oui, vous ne prenez pas la tête comme certains. Non, je prépare pas mes rôles. Quand ils jouent le rôle d'un médecin, ils vont 3 mois dans un hôpital. Non, pas question. Non, enfin moi, c'est moi. Donc vous travaillez à l'instinct? À l'instinct, moi, premier degré. Par exemple, il y a des choses essentielles. Quand j'ai fait Podium, j'étais bien obligé d'apprendre à danser, parce que je danse comme une bûche. Et à chanter. Et à chanter. Mais au début, j'ai essayé de tricher, c'est ce qu'on a vu dans les images au début. J'ai chanté. J'ai fait exprès de faire une soirée arrosée, la veille, de manière et à fumer comme un pompier, de manière à ce que ma voix soit bien pétée au moment des essais pour voir si oui ou non j'allais chanter. Et malgré que ma voix soit pétée, Rachel Cross, le responsable du chant, a dit non, on peut y arriver. Donc j'ai dit merde, parce que moi je voulais me faire doubler à la langue. Paresseux, je suis paresseux de nature. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'apprendre le chant? C'était un travail extrêmement pénible. Extrêmement pénible parce que je trouve que le chant est quelque chose de... D'impudique? De très impudique. On se découvre. Ah, on se livre vraiment. Enfin, je pense que les gens qui chantent, sincèrement, j'entends, je ne parle pas des gens qui brament, mais les gens qui chantent ne peuvent pas être malhonnêtes. On a une sorte d'honnêteté en soi, on parle vraiment avec son cœur et son âme. Et le chant, entendons bien dans le terme chanter, il y a quelque chose qui libère vraiment une sorte de sincérité, pour peu que la sincérité était beaucoup galvaudée, mais en tout cas d'honnêteté, de don de soi. On vous a suivi au cours d'une journée? Oui, je me rappelle très bien. On est allé chez vous, donc vous vivez à Namur. Exact. Vous nous avez emmené alors, dans un lieu tout à fait insolite. Vous avez choisi l'aérodrome et vous pensiez y être tranquille. Philippe Aiguepers et Mathieu Drejoux vous ont accompagné. Je me rappelle. Mes amis, ici vous êtes dans ma région, on est à Mayen ici. Par rapport à Namur, on est je vais dire à 15 km de Namur. C'est un endroit que j'adore parce que c'est l'espace, quoi. C'est l'air, c'est les arbres. Ça va? Monsieur Poulvord, Oh, n'arrête pas, hein? c'est magnifique. Hein. On a fait du violon ensemble quand je m'entraînais pour faire le Et je t'ai prêté un vélo, tu ne me l'as jamais rendu. J'ai dû aller le rechercher. Ah oui, parce Là, que j'ai râlé. Oui, parce que j'avais... Là, j'étais très fâché. Parce qu'on avait bu. Parce qu'un vélo, c'est 75 000 francs belges, hein, si pas plus. Et je te l'ai prêté pour faire plaisir. C'est vrai. À Benoît mariage, entre autres. Ah, Benoît mariage, pas moi, c'est pas moi qui roulais dessus. C'est Benoît c'est toi qui l'as eu. Non, c'est pas moi qui roulais dessus. Si. Non, c'est Benoît qui roulait avec. Allez. Je vais rester là. Est-ce que vous supportez la critique? Oui, je supporte très bien la critique, mais là, j'ai pas très bien compris. Mais je sais qu'il est fâché pour son vélo. Ça fait 2 ans qu'il me casse les couilles avec ça. Alors, en Belgique, on a une tradition de la bière, vous le savez. Et ici, ils font de la marée dessous au fût. Tu vas goûter. C'est pour ça que lui, il va conduire. Parce qu'il faut en boire au moins 2. Il faut en boire une première pour te dire de Dieu ce que c'est bon, et une deuxième pour dire de Dieu ce que c'est fort. Vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits comme celui-ci? Ah, mais c'est fondamental. Hein. C'est fondamental. Hein. Sinon, je deviendrais fou. J'ai besoin de la nature, des arbres,
des gens qui ne font pas de cinéma. Alors, bonjour messieurs. Alors, les bars en Belgique, ça n'a rien à voir avec les bars en France. Ça te ramène à une forme de joie qu'on a un peu perdue. La joie de boire un coup dans un café de village, de se retrouver plutôt que de regarder la télévision comme un connard. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être forcément alcoolique, hein. Parce que tous les gens qui sont ici ne sont pas alcooliques, hein. Peut-être monsieur en rouge, mais je... Je suis très attaché à mon pays parce qu'il me ressemble, ou moi je lui ressemble. Qu'est-ce qu'il y a de belge en vous? Oh, une mélancolie joyeuse. Le Belge a toujours un côté un peu tristounet, et en même temps très rieur, mais en même temps il y a une sorte de tristesse qui nous rend attachants. Ce que les gens assimilent toujours à dire, ils se prennent pas au sérieux. C'est parce qu'il y a une sorte de chagrin joyeux. Ce soir, il y a la grande avant-première à Bruxelles. Bruxelles. Allez, on y va. Il y a une émotion à l'idée de présenter ton travail. En général, le public est assez indulgent. On sait jamais. Il est très propre, vous allez voir. J'ai pris ce chien-là parce qu'il a le même caractère que moi. Il est speed. Et il se pose parfois ou jamais? Ah, des moments où tu t'y attends pas. Dans la bagnole, par exemple, blops, il tombe, et puis il bouffe comme son maître. Mal. Ça fait ninja, ça. C'est d'abord Daniel Cohen que je vous demandais d'applaudir. Bonsoir. Il m'a proposé cette idée, il me dit j'ai une idée, j'ai envie d'écrire un film sur un type qui est rien dans un monde et tout dans l'autre. J'ai dit bah je suis ton homme, si tu l'écris, je le fais avec toi. Bonne projection, les enfants, hein. Est-ce que votre vie, c'est le cinéma? En aucun cas, jamais. Et je ne souhaite pas que ça le devienne. Le cinéma, c'est mon travail, pas ma vie. Même si je l'aime et que c'est un travail de privilégié, il faut bien le dire. Mais c'est pas ma vie. Et là-dessus, il est parti comme un voleur, mais on peut jamais partir comme un voleur avec les caméras parce que j'ai toujours un micro sur moi. Donc on fait semblant. Alors je vais la refaire. Ma vie, non, jamais ma vie. Jamais le cinéma sera ma vie. Jamais. Vous devez être fatigant à vivre. C'est fatigant à vivre, pourquoi? Parce que ça va tellement vite, là, tout le temps. Non, mais ça c'est parce que c'est dans les... Non, c'est dans la vie, je suis assez casanier. Hein. Donc il y a une différence entre, en fait, le Benoît qu'on connaît, ouais. et puis le plus intime, qui est plus tranquille, vraiment. Absolument, c'est pour ça que je tenais à faire votre émission sans pour autant commencer à faire des pirouettes, des culbutes sur votre plateau et à hurler en vous jetant le café au visage. Hein. Il y a des endroits où je peux littéralement me calmer et parler calmement. Et ça dépend un peu. Je donne un peu aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ou de voir, quoi. Est-ce que la paternité vous taraude? Non. Je respecte beaucoup les gens qui se sont lancés dans cette aventure, mais moi non, je peux pas. J'ai une nature très anxieuse et angoissée, donc vous voulez pas transmettre ça à quelqu'un? Non. Et en plus, je pense que ça... je pense que inconsciemment, je serais incapable de ne pas m'angoisser pour l'enfant, de ce qui pourrait lui arriver. Vous parliez de votre épouse, vous disiez tout à l'heure, je suis séparée. Et vous disiez à un moment donné, c'est mon ange gardien. Vous n'en avez plus alors actuellement? Non, pour l'instant, non. Non, forcément, non. Et vous disiez même, comme quoi, on ne peut pas trop affirmer les choses, on ne se quittera jamais. Donc tout est possible. Non, mais je pense qu'on ne se quitte jamais, non. Vraiment, on ne se quitte pas, vraiment. Après, la vie fait que vous conduisez parfois pas bien, et voilà. Mais la douleur efface ta faute, c'est une chanson de Véronique Sanson. Véronique Sanson? Ah oui, j'aime beaucoup Véronique Sanson. Elle sera là dans 15 jours. C'est vrai, vous lui remettrez mes amitiés. Elle a écrit une très belle chanson qui s'appelle Pauvre maudit, et puis elle dit mais ta douleur efface ta faute. Vous êtes wallon? Vallon, oui. Vallon. Vallon, non, on dit wallon. Hein. Vallon, c'est pour faire le malin. Comment vous percevez les événements aujourd'hui? Oh, mais moi, je suis pas tellement concerné par le problème de la séparation, pas de gouvernement. D'abord, on voit pas la différence. Hein. Sans gouvernement, la Belgique fonctionne toujours aussi bien. Et ça depuis 5 mois, quand même. Ouais, et si ce n'est que personne ne prend de décision, donc on n'a plus de ronds-points qui se construisent. Mais nous, on n'est pas très concernés en Wallonie. Un Flamand, je ne vois pas un à moins de 150 km. C'est surtout pour Bruxelles et la scission Vilvoorde. Bruxelles-Vilvoorde, c'est-à-dire qu'ils veulent séparer la ville en deux de manière... Mais vous croyez que le sentiment national belge existe toujours? Bien sûr, on a fait un sondage chez le citoyen. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de représentants politiques qui parlent la langue des citoyens. On a de plus en plus l'impression que le citoyen n'est pas représenté par les gens qui prennent la parole pour lui. D'abord parce qu'ils leur font des promesses intenables, et ensuite parce que je vous assure qu'un Belge sur deux ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Hein. Mais on est malheureux? Non, du tout. Enfin, moi, je ne le suis pas. Pour ma part, je ne le suis pas du tout. Je ne vois pas la différence. Mais... Même s'il y a une scission? Ah non, je ne voudrais jamais que la Belgique se scinde en deux. Non, ça me ferait de la peine, ça.
Puis je trouve très amusant le côté d'avoir un roi, même si c'est un roi de pacotille, c'est un truc, on est né... non, ça sert à rien de nous séparer. Et puis si c'est pour avoir un rattachement à la France, franchement, vous le regretterez. Hein. Il vaut mieux, je propose plus un rattachement au Luxembourg. Parce que vous êtes insupportable? Non, parce que le rattachement au Luxembourg, à mon avis, ça ne devrait pas durer très longtemps. Je ne crois pas qu'ils aient une grosse armée. En un week-end, à mon avis, on est venu à bout. Et puis là, il y a quand même des ressources. Hein. Donc franchement, je propose un petit rattachement. Mais on ne se séparera pas, j'en suis sûr. C'est aussi les médias qui relayent un discours très alarmiste. C'est-à-dire que si on les écoutait, ils filment 2 abrutis qui coupent un drapeau belge, ben, tout le monde se dit que les Flamands sont comme ça. Mais les Flamands ne sont pas comme ça. 54% des Flamands ne veulent pas le rattachement à la Hollande, ni même le séparatisme. Donc, vous êtes très connu tout autant. Non, chez les Flamouches, pas du tout, non. Ah non? Non. Je dis Flamouche, il ne faut pas dire Flamouche, il faut dire Flamand. Parce que Flamouche est déjà péjoratif. Chez les Flamands, pas du tout, non. Sauf sur cette arrivée. C'est le seul film que j'ai fait qui est passé outre la frontière. Mais les Flamands ne regardent pas les films. Mais ça, c'était il y a 15 ans. Oui, je sais, je fais ce que je peux, hein, Catherine. Mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, non, les films ne traversent pas les frontières. Nous, on ne regarde pas les films flamands et on ne regarde pas les nôtres. Benoît, oui, on aimerait savoir qui se cache derrière vous. Je ne sais pas, il est là. On ne sait pas. Qui est le petit saligo qui en profite? Alors bon, on sait que voilà, vous êtes un hyperactif, parfois comme ça, un peu exubérant, tout ça. Mais on a rencontré 3 de vos amis. Yes, ah bon? À Namur. À Namur? Ah bon? Mais qui vous a... Ah, mais je suis très surpris alors. Vous allez découvrir ces 3 amis qui nous ont parlé, je crois, avec beaucoup de sincérité et de vérité de vous. Alors je vous les cite. Bruno Belvaux. Ah oui, voilà, Sam Belvaux. Oui, Patrick Colpé. Ah, et Vincent Tavier. Ils ont croisé leur regard sur vous. Ah, c'est marrant ça. Les 3 mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à Ben, c'est, à mon avis, créativité. Il y a le rire. C'est certainement la personne qui nous fait le plus rire en privé. Une polyvalence extraordinaire. Il y a l'insouciance. La fidélité. Et je veux dire une spiritualité. C'est quelqu'un de spirituel dans le sens où il est très amusant, mais il y a aussi une recherche, je crois, de quelque chose de supérieur chez lui qui est très profonde. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière la gaudriole? Un grand timide. Il y a une grande pudeur, oui, mais timidité, non. Oui, une extrême pudeur, et puis comme vous, comme moi, comme nous tous, des malheurs de l'enfance peut-être, des brisures, et il n'en a pas manqué. Quel est son plus gros défaut? Comme tous les hommes, allez, hein, je me mets dans le lot avec, on est un peu égoïste et un peu lâche. Si la maniaquerie est un défaut, alors je dirais que c'est son principal défaut, c'est la maniaquerie. Parce que je n'ai jamais vu Benoît un lendemain de soirée, même avec la pire gueule de bois, ne pas passer l'aspirateur dans tout son appartement pendant toute la matinée. J'ai rarement vu quelqu'un qui aime faire le ménage comme lui, qui piste le moins de grains de poussière et n'allez pas chez lui toucher un objet, derrière il va venir le rectifier. Je crois que Benoît est quelqu'un qui physiquement ne sait pas arrêter de parler. Mais voilà, c'est une énergie de tous les instants qui sort à flot continu. À la salle de bain, il parle tout seul. Benoît parle. Il parle énormément, mais il ne s'écoute pas. C'est pas quelque chose qui est en boucle et qui est narcissique, c'est pas ça du tout. Il raconte. Il y a toujours un point de vue sur... Moi, j'aime beaucoup le côté de Benoît comme ça, un point de vue sur... C'est un être parfois désespéré, c'est un être souffrant, et donc il a cette souffrance, et un peu aussi peut-être l'amour du jeu et de l'ego qui caractérise le romantisme. Le pessimisme existentiel que Benoît a et que je partage se transforme dans un optimisme de vie qu'il faut avoir, parce qu'autrement ça vaut pas la peine. Amusons-nous, quoi. S'il est aussi drôle, c'est forcément qu'il y a une fêlure quelque part. Oh, ce qui me touche très fort, c'est quand Benoît est très désespéré. Ça arrive souvent? Oh, c'est arrivé ces derniers temps, quoi, oui. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai, oui. Vous leur montrez parfois? Non, pourtant j'essaie de ne pas montrer... Oui, mais ils vous connaissent tellement bien qu'ils le ressentent. Ils me connaissent bien, oui. Puis sur deux trucs... Alors Vincent, le dernier qu'on a vu, Patrick Colpé, c'est un grand ami, c'est un directeur de théâtre de Namur, et avec lui j'ai fait mon premier spectacle au théâtre. Bruno, c'est avec lui que j'ai joué la première fois quand j'avais 16 ans. Et Vincent, je le connais depuis l'âge de 8 ans. On a fait cette arrivée ensemble, c'est vraiment des amis de très longue date. J'essaye pas de montrer mes états d'âme. C'est pareil que pour la télévision. Je vais pas aller à la télévision pour parler de mes états d'âme, bien que parfois, là, on m'y pousse. Je sais. Et c'est parfois obscène.
Et donc je ne veux pas embêter le téléspectateur parce que tout le monde traverse des choses difficiles et par le métier que j'exerce, c'est un peu indécent d'en parler. Mais pour mes amis... Excepté que vous êtes un être humain. Oui, bien sûr, mais il y a des gens qui souffrent tellement... Et on sait bien qu'on a des fragilités, des faiblesses, des blessures. Tout à fait. Mais bon, pour mes amis, c'est pareil. Je n'aime pas imposer. C'est sans doute aussi pour ça que vous êtes bon dans votre métier. Pourquoi? Pourquoi, dites-moi. Mais parce que ça aide justement à interpréter des rôles de fêlure. Les fêlures, oui. La fêlure, mais comme tout le monde, on a tous une... Vous savez, moi, je pense qu'on a... On est des enfants qui ne grandissent pas et qui nous... Vous savez, je ne sais plus qui disait ça. Si je sais, c'est Christian Bobin qui disait... pour qu'il y ait une vraie rencontre entre les gens, on doit être... on peut le faire qu'à deux. Et il faut une petite mort, il faut se lâcher, il faut abandonner tout ce dont on était habillé, toutes ces protections, toutes ces choses-là. Et dans la vie, ben, on construit, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de rencontres. On en fait une ou deux dans notre vie, puis c'est comme ça. Et dans la vie, on se construit une énorme armure de manière à ne pas prendre les coups de lance, les petites humiliations, les blessures, les trahisons, toutes les choses qui vous font mal. Et, cette fêlure, elle est dans chacun de nous. Alors, la manière que vous avez de mieux de la gérer, ben, en effet, c'est comme dit Vincent, peut-être que je parle tout le temps, peut-être que je peux faire rire et tout ça. C'est une manière peut-être pour moi de la cacher. De la cacher ou même de la soigner, hein. En soi, j'en sais rien. Est-ce que l'alcool vous aide justement à chasser vos angoisses? Non, ça dépend, parce que mes angoisses, je les soigne... Ça dépend. Mais vous dites, j'ai l'impression de reprendre contact avec moi. L'alcool m'a vachement aidé dans des moments où j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais l'impression que j'étais déconnecté de ce que j'étais. C'est-à-dire que je m'observais moins. C'est un truc assez bizarre, mais c'est avant. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être sorti de moi-même. Donc ça n'a rien à voir avec le cinéma. Hein. C'est vraiment moi dans ma vie que j'avais l'impression d'être en train de me voir et que l'alcool me ramenait à un moment d'équation. C'est comme dans un Leica. Vous n'avez pas par réflexe, vous pouvez pas faire... vous devez remettre les points droits de manière à ce qu'on sache que l'image est nette. Et l'alcool me permettait de faire ça. Après, c'est devenu plus triste, parce que l'alcool, après, m'a amené à une dépression plus... Voilà, il faut boire si vous êtes en fête et pas boire pour parce qu'on est mal. Ouais, voilà.